On va pouvoir commencer du coup. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Je vais devoir me tourner entre les deux écrans. Tu choisis. Alors, je sais pas c'est quoi mon meilleur profil. Tu es parfaite. Arrête. Ah, merci. Tu donnes les émotions, hein. Ça y est, on y va. Donc ce soir, ce petit live sur l'hypersensibilité. Je vais commencer sur l'hypersensibilité. Si je commence à bafouiller, ça commence bien. Donc le but, en fait, ce qu'on avait envie de transmettre dans ce live, c'est que notre hypersensibilité, c'est une richesse, tout simplement, et que le fait d'avoir c'est un peu un super pouvoir quelque part. Une hypercapacité, en tout cas, ça c'est sûr. L'hypercapacité à ressentir des émotions, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent ou d'avoir de l'intuition. Voilà, c'est quand même une super capacité, cette hypersensibilité. Et c'est vrai que c'est pas toujours vécu comme ça. Ça peut être compliqué. Dans notre société actuelle, il peut y avoir aussi l'amalgame avec le fait d'être hypersensible, veut dire parfois vulnérable ou fragile. Et voilà, on avait envie de partager un petit peu nos expériences par rapport à ça, notre vision des choses dans notre quotidien. Et avec Stéphanie, voilà, c'est là, sur l'hypersensibilité, nous tiennent vraiment à cœur et on est heureux de vous voir assez nombreux ce soir, en tout cas. Alors, du coup, je vais d'abord un petit peu me présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore suivi de live ou en tout cas des vidéos sur nos pages respectives. Donc, moi, c'est Stéphanie Barriot, je suis accompagnante psychocorporelle. Ma spécialité, c'est le langage du corps, donc tout ce qui est non-verbal. Et les multiples langages, parce qu'il n'y a pas que le langage par la gestuelle, je travaille aussi avec le décodage biologique, la morphopsychologie. Je suis dans mon hypersensibilité, mon talent, je vais le dire comme ça, c'est du coup de facilement interpréter tout ce qui est non-verbal. J'entends au-delà des mots. Très longtemps, ça a été pour moi même une difficulté puisque je pensais que les gens me mentaient. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil maintenant. Vous voyez, c'est devenu mon talent. Et j'aide les gens dans leur relation à leur image, puisque mon chemin au départ, j'ai été coiffeuse, donc je les accompagne aussi dans leur relation au corps et tout la relation à l'apparence et toutes les injonctions à l'apparence aussi. Voilà. Et puis je pratique la coupe harmonisante, qui est une technique de coupe de cheveux au rasoir où on va travailler au niveau vibratoire. C'est à la fois un soin et un travail de libération. Voilà. Donc moi, je suis Adeline Bayet, donc je suis conseillère en fleurs de bac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de bac, elles sont en fait des outils qui permettent tout simplement d'harmoniser vos émotions. Donc étant une hypersensible, j'ai toujours été submergée, entourée par mes émotions quotidiennes diverses et variées. Et les fleurs de bac m'ont beaucoup aidée, surtout après un burn-out professionnel où vraiment en tant qu'hypersensible, j'ai été malmenée dans l'entreprise où j'étais. Et les fleurs de bac m'ont vraiment accompagnée pour harmoniser toutes ces émotions. Et voilà, donc aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Ça fait maintenant 2 ans que j'exerce. Et c'est avec grand bonheur qu'en tant qu'hypersensible, j'utilise les fleurs de bac dans mon quotidien. Donc voilà, et aussi en accompagnement, bien sûr, personnel. Et c'est vrai que les émotions et les fleurs de bac sont intimement liées. Et voilà, j'ai souhaité en faire mon métier. Je suis désolée, en même temps, je l'adaptais à Adeline parce qu'il y a des personnes qui disent sur Insta que ça résonne énormément. Voilà. Donc, j'ai changé, j'ai éteint mon ordinateur et le son de l'ordinateur, j'ai laissé que le son d'Instagram. Donc, pour les personnes qui me suivent sur Insta, dites-moi si c'est plus acceptable, même vraiment mieux si j'ai coupé le son de l'ordinateur. Voilà. Ouais, parce que côté Facebook, on nous dit l'écho semble avoir disparu. Ok. Côté Facebook, j'ai inversé de mon côté, comme c'est vrai que ça vient de moi Insta, et puis je vais voir ce que ça donne. Ouais. Ok, ça marche. Bon. Si jamais, n'hésitez pas à nous faire des retours au fur et à mesure sur le son et sur la vidéo. Mais du coup, je suis assez surprise parce que j'entends pas beaucoup. Est-ce que tu as tes écouteurs à proximité éventuellement? Non, je peux pas poser mon téléphone avec les écouteurs. Ah. Voilà. Mais là, c'est bon. Bon, pour le reste, tu n'as plus qu'à investir dans les écouteurs sans fil. C'est ça. Alors, je vais faire une demande à l'univers. Cadeau, s'il vous plaît. Donc, voilà. Désolée, Gaëlle, d'avoir un petit peu mouvementé ta présentation.
Ok. Donc, en tout cas, comme disait Adeline au début, notre hypersensibilité, c'est un vrai pouvoir, c'est un talent, c'est des richesses, c'est des capacités qui peut-être nous font sortir du lot ou en tout cas nous mettent à côté. Mais moi, par exemple, dans mon quotidien, c'est devenu vraiment un outil extraordinaire qui me permet de m'adapter dans le sens comprendre ce qui se passe dans mon environnement et en faire quelque chose. Voilà, et ne plus subir. Donc vraiment, le ressenti, si on explique un petit peu les bases du ressenti au départ, c'est un instinct animal. Hein, on va avoir tous nos sens qui sont en éveil, comme l'animal au milieu de la forêt, et on va capter plein de choses autour de nous, même en tant qu'être humain, comme un animal marin avec le sonar, on capte des choses. Voilà. Et ça, c'est vraiment des informations essentielles pour notre corps, parce que ça parle de notre environnement. Si on n'avait pas ça, en fait, on n'avancerait pas, on bougerait pas, on pourrait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment important. Et de ces ressentis va découler la deuxième étape, qui est les émotions. Les émotions viennent vraiment après le ressenti. C'est une concentration, ça veut dire c'est une réaction. L'émotion, ça veut dire mouvement. Et du coup, quand je ressens, ça monte à mon cerveau, ça va générer une émotion qui va me permettre de mettre en mouvement. Donc là, on est vraiment dans les bases animales, hein, archaïques, on peut dire comme ça. Je vais mettre en mouvement, soit pour fuir, soit pour rester figé, soit pour attaquer. Voilà. Nous, les êtres humains, on va rajouter après les sentiments qui vont nous permettre de développer, de mettre de la conscience. Et là, on est dans la psychologie. C'est vraiment de l'analyse, c'est lié au mental, entre guillemets, et à la psychologie. Et vraiment, là, on va mettre d'autres étapes par rapport à un animal qui, lui, va juste réagir. Il peut se rappeler de ce qu'il a vécu, mais il ne va pas le décortiquer comme nous, on peut le faire. Et notre hypersensibilité, c'est vraiment cette capacité sensorielle qui est hyper développée. Donc, on a une capacité à sentir tout ce qui se passe autour de nous incroyable. La difficulté, c'est qu'on n'a pas eu d'éducation à interpréter ce qu'on ressent. Voilà. Et nos émotions, à les comprendre. Et aussi à savoir les accueillir au point de ne pas réagir. Parce que quand on a une émotion, le mouvement est une réaction en fait à quelque chose. Et si on reste sur la partie archaïque animale, on va être tout le temps en réaction. Ce qu'on peut voir beaucoup encore, hein, il y a beaucoup de personnes. Moi, la première, tant que j'avais pas bien compris comment ça fonctionnait, dès que je ressentais des choses, je réagissais, ou je fuyais, ou je m'enfermais. Enfin voilà, je réagissais. Apprendre à décoder ce qu'on ressent et nos émotions, à les écouter, mais qu'elles nous dominent pas, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Parce que si on n'arrive pas à les décoder, nos émotions, elles vont nous dominer, elles vont prendre le dessus. Donc c'est assez ambigu parce qu'on dit à la fois écouter vos émotions, mais ne pas se laisser dominer par elles. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on n'est pas dominé par quelque chose? C'est qu'on va y mettre de la conscience. Et là, c'est vraiment la richesse de l'être humain. On a toute cette capacité avec notre cerveau à décortiquer et à mettre des informations. Donc voilà un petit peu pour moi ce que c'est la richesse de notre hypersensibilité. Par contre, bien sûr, il faut être accompagné. Et je pense que la plupart des personnes vont se reconnaître. On n'a pas été accompagné dans la compréhension de ce qui se passe dans notre corps. On a des émotions, on nous dit pleure pas, c'est pas grave, c'est trop, machin. Mais on nous apprend pas. C'est un vrai apprentissage pour moi, comme la lecture, l'écriture, la marche, tout. On apprend. Mais ça, on l'a pas reçu. C'est pour ça qu'on peut, après, on est tous différents, mais qu'on peut être complètement envahi par ça et on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Ouais, je vais rejoindre la partie où tu dis on est très à l'affût, en fait. C'est une espèce, cette sensibilité est presque à fleur de peau. Par exemple, quand je travaillais, même si j'étais de dos à la porte, je pouvais te dire qui rentrait par rapport à tout ce que je ressentais autour sans avoir besoin de mes yeux, en fait. Je savais quelle personne allait rentrer dans la pièce. Ça, tu vois, l'espèce d'énergie que ça amène, la façon dont la personne elle rentre, le mouvement, tout ça, j'étais très sensible à ça et tout de suite, j'arrivais à dire ça, c'est telle personne. Et tu parlais aussi du fait de parfois, on n'arrivait pas à décoder nos émotions. Ça, c'est vrai que c'est un travail. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. En effet, on ne nous apprend pas. On nous dit, maintenant, on commence à faire ce travail des émotions chez les enfants. Il y a des livres, etc., des dessins animés, il y a plein de choses. Et tant mieux.
mais c'est quand même quelque chose de super récent. Et même encore aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui me disaient, moi, je ne comprends pas à quoi ça sert la tristesse. Tu vois, j'ai eu ce genre de gens qui m'ont dit, enfin, de personnes qui m'ont dit, la tristesse, en gros, ça sert à quoi? Mais en fait, la tristesse, elle est là pour amener, pour appeler, par exemple, un réconfort. Si la tristesse, elle sort et que quelqu'un la voit, il va avoir le réflexe de te réconforter, par exemple. Donc, j'aime bien revenir sur ces trucs des émotions, là. Et puis, tu disais autre chose, c'est que parfois, on est submergé. Et moi, je me suis rendu compte que suivant mon état de fatigue, par exemple, je ne vais pas du tout gérer mes émotions de la même façon. Dire que, par exemple, la dernière fois, j'étais vraiment fatiguée il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines de ça. Et puis, devant la télé, je n'arrivais pas vraiment à accueillir ma tristesse devant des émissions, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, pour ne pas avoir des petits pics de la famille, pour éviter le « Ah, tu pleures !» en fait, j'essaie de contrôler. Parce que j'ai peur justement pour éviter d'avoir ce petit pic derrière qui va encore plus me blesser finalement. Parce que voilà, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à contenir mes émotions. Enfin, c'est pas que je ne veux pas les contenir, c'est que je ne les laisse pas venir de la même façon. Parce que justement, je les contrôle pour éviter le pic après. Et ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, suivant mon humeur du jour, ma capacité va pas du tout être la même. Je sais que toi, tu fais ce travail depuis 20 ans, hein, que les émotions, c'est ton quotidien, que voilà, ça fait un gros travail d'introspection depuis une vingtaine d'années. Et même si moi, aujourd'hui, des fois, j'arrive à me poser, à me dire, OK, qu'est-ce que je ressens là, en fait? Ça, c'est quelque chose qui est récent pour moi. Donc, je suis capable d'aller dire aux autres, qu'est-ce que vous ressentez, d'aller creuser avec des questions pour les aider. Ça, parce que c'est mon travail. Mais quand c'est pour moi-même, c'est pas toujours si évident, en fait. J'ai besoin quand même d'avoir une certaine capacité d'énergie mobilisable. Sinon, vraiment, je sens que je vais vite être dépassée et que ça va s'emballer, en fait. C'est un petit peu cet effet boule de neige après chez moi. Je sais pas, je sais que toi, tu le gères un petit peu mieux. Par exemple, quand toi, tu es fatiguée, est-ce que tu peux avoir ce genre de problème, entre guillemets? Ah ben c'est clair, attention, comment dire, avoir l'information pour pouvoir décoder mes émotions, mes ressentis, ne veut pas dire que tout est tout le temps zen et serein, parce que justement, pour moi, c'est un travail quotidien avec moi-même. Étant hypersensible, en fait, je capte plus que tout le monde, donc j'ai toujours des tonnes d'informations. Donc pareil, quand je suis fatiguée, ça va vite se voir. Par contre, je suis peut-être à l'étape où aujourd'hui, quand j'ai des surréactions, au lieu d'essayer de les cacher, moi je les regarde et je me dis ah là il y a du trop. Et du coup, je dis maintenant je vais les déverser mes émotions, je vais les sortir. Par contre, je les sors pas avec les autres, je les sors toujours dans un lieu sécurisant pour moi où on va pas me juger. Je fais comme toi. Hein. Il y a des personnes avec qui je sais qu'on a échangé toi et moi ou des fois devant les films on peut pleurer. Il y a des personnes, je vais pas pleurer. Je suis chez mes parents, je vais pleurer parce que chaque personne va me rien dire. Ma mère a l'habitude, on pleure tous ensemble en fait. Voilà. Mais bien sûr que je m'adapte parce que quand je suis trop sensible, ou c'est périodes où je suis fatiguée, ou j'ai eu trop d'informations, du stress dans ma vie, si quelqu'un me fait une remarque, c'est encore pire. Je vais m'écrouler. Alors, ça pourrait être l'occasion de m'écrouler, mais en fait, c'est moi qui finis par gérer ce que l'autre ressent. Je me retrouve avec tous ses ressentis, tous ses doutes et tout, et du coup, c'est envahissant. Donc, c'est des choix plutôt de bien-être personnel. Je me choisis à ne pas montrer, et c'est peut-être ça qui va changer. C'est que c'est vraiment en conscience que je le fais. Je dis pas que tu le fais pas en conscience, elle te dit non, mais je suis à cette étape où je peux tout observer. Je me dis ok, là, dans cet environnement, je vais pas me laisser aller. Je vais aller aux toilettes, je vais aller dans ma chambre pour pleurer un coup. Voilà. S'il y a vraiment trop de choses, ou pour crier, ou pour montrer ma joie aussi des fois. Je sais que des fois, j'ai appris à faire ça. Voilà. Donc bien sûr, pour moi, c'est pas parce qu'on apprend qu'on n'est pas surstimulé en fait. Ça, c'est un petit peu, je pense, la partie à avoir conscience, c'est que quand on est hypersensible, de toute façon, on capte toujours plus que les autres et qu'en fait, on est toujours obligé d'aller chercher en soi. Moi, franchement, en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre, je me suis pas coupée du monde, mais j'ai pris du recul. Je ne peux pas sortir tout le temps. Il y a tellement de tensions chez tout le monde que déjà, je suis pas là pour canaliser les émotions et les ressentis des autres. Et pour moi, c'est trop. Et je le vis
même s'il y a une petite partie de moi qui des fois le juge, quand même aujourd'hui je sais que je prends ce recul pour moi parce que je suis pas dans la fuite, je me mets pas dans ma grotte pour éviter le monde. Au contraire, je me protège, je prends de la distance pour rester connectée au monde, mais avec ma sensibilité à moi. Voilà, je le vis vraiment comme un pouvoir personnel. C'est plus je le subis, c'est je choisis. Voilà, je le vis comme ça. Et pour juste faire un petit peu le lien avec la sensibilité, enfin la connexion et le ressenti, moi, depuis longtemps, et j'ai toujours du mal à... Je peux le comprendre mentalement, mais dans mon corps, je le vivrai jamais, donc je pense que je peux pas complètement l'accueillir. C'est par exemple les gens, quand on fait la queue au marché, qui vous bousculent et qui vous disent « Ah ben, je vous ai pas vu, pardon ». Alors que moi, en fait, mon truc, c'est que je sens tout le monde autour de moi. Alors, il me gêne pas, hein, moi, j'ai pas de gêne sur le contact physique. Mais quand quelqu'un me bouscule, je me dis, mais comment il fait pour pas m'avoir senti? Moi, je l'ai déjà senti arriver, en fait. Je l'ai senti depuis 10 minutes derrière, à souffler, à essayer de bouger, à essayer de prendre de la place pour pouvoir prendre ses légumes, par exemple. Et quand on me dit ça, moi, je suis vraiment, mon ressenti, c'est, je suis effarée. Je me dis, comment cette personne, elle sent pas qu'il y avait quelqu'un avant elle, là, ou à côté? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un signe pour moi de cette connectivité à son environnement. Ouais, voilà. Ouais, je comprends. Ouais, j'entends tout ce que tu dis. Et tu parlais des supermarchés. En ce moment, pour moi, c'est vraiment, j'évite en fait. Parce qu'il y a beaucoup de tensions. Il peut y avoir des gens qui même se battent, entre guillemets, dans les rayons. Et moi, je supporte pas en fait ça. C'est un peu mon côté un peu bisounours, mais je veux dire, la bienveillance et puis le fait de ne pas être égoïste, c'est important pour moi. Et de voir ces comportements, en fait, ça me fait du chagrin. Ça me blesse beaucoup. Du coup, c'est vrai que je me protège, j'y vais une fois par semaine et je prends simplement ce que j'ai besoin. Hein. Je ne suis pas la débile à tout prendre dans les rayons alors que je n'en ai pas besoin. Donc, et c'est vrai que ce genre de comportement, c'est vraiment très compliqué pour moi. Et je sens vraiment des tensions. Hein. Même tout à l'heure, je suis allée chercher Loïc à l'école et j'ai un lycéen, il m'est rentré dedans. Et comme tu dis, hein, je l'ai senti arriver parce que tu sens entre guillemets la vague. Tu vois, il est arrivé vite, mais il m'est rentré dedans. En plus, il a soufflé et il ne s'est pas excusé. Ouais. C'est rigolo. Je me dis, bon, voilà quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Je trouve qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, je me préserve justement pour être disponible pour moi-même déjà, c'est déjà pas mal, pour ma famille, pour mes clients, etc., pour être disponible pour l'autre aussi. Mais oui, c'est vrai qu'en ce moment, l'hypersensibilité, quand on est dans des périodes un petit peu comme ça, où il y a beaucoup de tensions générales, je trouve que c'est pas forcément évident. Après, je l'accueille aussi comme un cadeau. Hein. La semaine dernière, je suis allée me balader en montagne et il faisait beau, il y avait des paysages d'automne à tomber par terre et je pense que j'ai dû répéter au moins, j'étais avec mon mari, je pense qu'il a dû entendre au moins 100 ou 200 fois oh, mais qu'est-ce que c'est beau l'automne, mais tu te rends compte comme la nature est belle. Et tout le long. Et je lui disais à la fin, ouais, je sais, je me répète, mais écoute, je ne peux pas ne pas le dire, c'est tellement beau. Donc ça a duré, je sais pas moi, 2 heures. Oh, qu'est-ce que c'est beau, regarde là, regarde ce rouge, regarde cet orange. Voilà, j'étais en plein, voilà. Mais lui, voilà, ouais, c'est l'automne, quoi. Tu vois pas comme c'est beau. Ça t'émerveille pas? Ouais, c'est l'automne. Ok. C'est pas grave, j'étais contente. C'est le principal. Moi, je me rends compte, en fait, que mon hypersensibilité, elle m'a emmenée sur le chemin d'une écologie personnelle, en fait. On parle un peu de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mais je trouve que, enfin, en tout cas, moi, l'expérience que j'en fais, même s'il y a des questionnements et des fois je me sens pas toujours bien, il me faut un temps de réajustement et d'alignement pour revenir à moi et pas me laisser envahir par l'extérieur. Mais finalement, alors, sans dire bien mal, hein, on est d'accord, je parle de mon ressenti. En fait, moi, je suis finalement, j'ai pas tellement à m'adapter parce que ma sensibilité fait que déjà, je suis quelqu'un de sociable, mais pas de mondaine. J'ai déjà j'ai les grandes surfaces, j'ai jamais apprécié parce qu'il y a trop de monde d'un coup. Donc, j'ai toujours mes petits commerces. Derrière, il peut y avoir mes propres valeurs de personne, hein, mais je sais que c'est aussi connecté. Mes valeurs, elles vont avec ma sensibilité. J'aime les petits comités, j'aime vraiment les relations authentiques. Donc, je vais chercher
des situations, des commerces ou des balades ou vivre à un endroit où je vais pouvoir nourrir ce besoin. En fait, c'est plus un problème, mon hypersensibilité, c'est mes besoins. Ça représente tous les besoins et comment, en tant qu'être humain, j'ai besoin de vivre, en fait, tout simplement. Mais attention, hein, je vous le dis aujourd'hui, Adeline le sait, des fois, je suis un peu perdue là-dedans, je me sens décalée, mais en ce moment, avec tout ce qu'on vit, c'est, je peux le dire, non, vous voyez, j'allais dire, c'est bizarre. Mais je me rends compte que si j'arrête de me dire oui, bah t'es à côté de la plaque, en fait, tu fais pas comme les autres, t'as pas peur, mais en même temps tu vis avec un recul, bah en fait c'est mon hypersensibilité qui est cette petite antenne qui dit mais ne vis pas ça, t'as pas besoin de vivre ça. Voilà, t'es pas obligé. Il n'y a pas d'obligation à être dans cette vie toujours trop stressante, voilà, toujours être en lien avec les autres à tout prix, voilà. Et je me rends compte qu'en fait, mon hypersensibilité est une antenne et aujourd'hui une écologie personnelle, vraiment. Mais il faut que je l'accueille. À chaque fois, il y a des petits pas nouveaux à faire aussi, d'accueillir certains aspects de moi-même, voilà, parce que j'ai mes propres jugements, j'ai été vraiment aussi, j'ai vécu le jugement, la dévalorisation. Encore tout à l'heure, il y avait des choses qui remontaient pour moi et j'ai fait j'écris moi beaucoup pour me dire tout ce que je ressens tellement j'en ressens et à chaque fois il ressort quelque chose et là il y avait une croyance qui ressortait flagrante quand je le lisais et j'ai pu la regarder, cette croyance, et m'en libérer. Donc voilà, c'est aussi ça le cadeau pour moi de l'hypersensibilité, c'est d'aller chercher des choses dans le plus subtil, qui sont peut-être pas la recherche du plus grand nombre, peut-être, hein, je le dis comme ça, ou c'est peut-être encore une croyance pour moi, mais finalement qui m'ont emmené dans ma vie vers des choses qui sont alignées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Oui, c'est vrai que ça permet, comme tu le dis, une espèce, c'est vrai, cette histoire d'antenne, je trouve ça super judicieux parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment une super connexion à l'intuition. Et en fait, si tu écoutes cette petite voix, bah, tu es toujours sur le bon chemin parce que du coup, tu es aligné avec toi-même. Et à partir du moment que tu es aligné et ancré, bah, tu es beaucoup moins facilement influençable, déplaçable, entre guillemets. Et c'est vrai que ça, cette espèce de super intuition, c'est un vrai cadeau parce que quand on rencontre des gens, par exemple, pour la première fois, moi, des fois, je me disais, oh, mais il faut pas te fier à ton intuition, laisse-lui sa chance. Puis finalement, je me rendais compte que la première intuition, juste sans que la personne elle ouvre la bouche, bah, c'était la bonne. Et ça, d'ailleurs, je ne l'ai jamais dit, mais quand on s'est rencontrés la première fois, tu ne t'en souviens pas. Et moi, je m'en souviens très bien. Et je savais à terme qu'il se passerait quelque chose, en fait. Je me dis, Stéphanie, il se passera quelque chose un jour. Tu vois, on avait discuté aux électrons. Et puis, voilà, c'est un groupe des hauts potentiels du Pays de Gex, où on habite toutes les deux. Et je savais qu'à un moment, il se passerait quelque chose. Voilà, c'est inné, tu vois. C'est vraiment, j'avais cette intuition-là du départ. Et tu vois, ça s'est bien confirmé, puisque finalement, avec le temps, on est là. Et puis, on a fait énormément de choses depuis ensemble, mais j'avais vraiment cette intuition de départ en disant Stéphanie, il y a un moment où il va se passer quelque chose. Voilà. Et en plus, j'ai eu plein de signes, puisqu'après, j'ai fait ma formation en fleur de bac, et ma formatrice est ta meilleure amie. Donc, voilà, et puis il y avait donc ton nom quand j'étais aux fleurs de bac à Lyon, et ben je suis tombée sur un prospectus, je dis bah tiens, c'est rigolo ça, elle habite faire chez moi. Voilà, tu vois, il y avait vraiment tous ces petits signes qui disaient non, mais Stéphanie, elle va faire partie voilà, de ta vie, vous allez partager des choses. Et ça, c'était vraiment intuitif. Et mon mari aussi, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, lui, je le sais. Et je ne me suis pas trompée, ça fait bientôt 19 ans qu'on est ensemble. Et j'étais sûre que c'était lui. Voilà. Ouais, puis ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que alors moi, ça a été un petit travail de sortir du bien et du mal au début, quand je ressentais. C'est-à-dire que j'ai toujours été guidée comme toi par mes intuitions franchement, à aucun moment elles m'ont trompée, même pour trouver une place pour garer. Hein. On va aller jusque-là, mais c'est vrai. À ressentir là où je dois aller, pas aller, voilà. Dans ma vie personnelle, professionnelle, ça m'a jamais loupé, en fait. Le plus dur, c'était de lâcher certains conditionnements. Et quand je rencontrais quelqu'un au début, bah, je disais, je le sens pas ou je la sens pas, cette personne. Et avec le temps, avec ma pratique, le côté plutôt spirituel des choses, j'ai aussi découvert le fait de dire, là, je n'ai pas à partager tout de suite avec la personne. En plus, c'est extraordinaire parce que ça laisse la place que c'est pas le moment de partager, mais ça va arriver. Alors, je parle pas de toi parce que je reconnais, je me rappelle de notre échange, du bonjour, mais je m'arrête là la première fois qu'on on n'a pas parlé, j'ai eu aucun ressenti autre, voilà. C'était agréable.
ça s'est arrêté là. Voilà. Mais il y a des personnes, des fois, je vais dire, je la sens pas. Hein, mais je sais qu'aujourd'hui, je peux décoder ça en me disant c'est pas que je la sens pas, c'est que là tout de suite, je n'ai rien à échanger avec cette personne. Ça ne veut pas dire que je la croiserai pas et qu'à un moment, il y aura le bon moment pour échanger. Comme à l'inverse, dire des fois, bah là, il faut que je laisse un petit peu d'espace dans cette relation parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je ne peux pas le décoder moi parce que ça m'appartient pas. Parce que moi, je suis à l'aise, mais l'autre, peut-être pas. Et de prendre du recul. Et tout ce ressenti m'aide dans mes relations aujourd'hui à avoir quelque chose de plus agréable. Par contre, soyons honnêtes, ça crée pas des relations, comment dire, j'ai pas le mot, mais normal, ça me plaît pas, j'arrive pas à dire le mot, mais traditionnel, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le mot. Je cherchais quelque chose qui était juste. Je suis pas quelqu'un d'hyper fusionnel. Moi, quand je suis liée à quelqu'un, si je la vois un an après, si le lien est là, ça peut être comme si on s'était vu la veille, voilà. Ouais. C'est ça qui est le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on apporte chacun dans la relation. C'est pas la quantité, c'est à chaque fois la qualité de ce qui est partagé. Je suis quelqu'un qui laisse très vite les choses derrière, par exemple. Quand c'est fini, c'est fini. Voilà, les relations, les choses dont j'ai plus besoin, voilà. Mais c'est pas besoin moi, mais je sens qu'il n'y a plus rien à partager, c'est un chemin de vie. Et ça peut dérouter des personnes, par contre. Je sais qu'au niveau relationnel, il y a des personnes qui sont surprise de ma non-recherche de liens, on va dire, fusionnels. Voilà. On se voit tout le temps, on a toujours quelque chose à dire. Voilà. Mais ça m'aide beaucoup, en fait. Et ça, je trouve que ça fait toujours des relations de qualité. C'est peu de relations, mais de vraie qualité. Voilà. Ouais, l'authenticité, en fait, c'est ça. Ça, c'est important. Moi, je suis comme ça, c'est-à-dire si il y a des gens qui sont apparus, puis qui ont disparu de ma vie, et puis si un jour on se recroise, on se recroise. Il y a des personnes, c'est pareil, des fois je les vois pas pendant 2 ans et quand je les revois, c'est comme si je les avais quittés la veille. L'an dernier, on a revu un groupe de copains du lycée, c'est comme si vraiment je les avais laissés à la porte du lycée, je les ai retrouvés, pareil, c'était authentique, c'était sincère. D'ailleurs, je vois qu'il y en a un qui est parmi nous et qui me dit qu'il est hypersensible aussi, donc voilà, je suis pas tellement surprise en fait, le connaissant. Et voilà, vraiment, c'est vrai que c'est important d'avoir des relations en tant qu'hypersensible, en tout cas, j'y mets mon cœur, voilà. Il faut que ce soit authentique pour moi, sinon ça ne me nourrit pas. Et du coup, si c'est creux, je ne vais pas aller chercher plus, en fait. Comme toi, j'ai besoin de quelque chose qui soit, voilà, qui soit authentique, pas creux, qui nourrisse, où il y a de l'échange, de la sincérité. Vraiment, c'est super important pour moi. Moi, les échanges creux, au bout d'un moment, je m'ennuie, en fait. Donc, ça aussi, ça ne m'apporte rien. Les échanges de politesse, ce n'est pas mon truc, en fait. Tu vois, justement, je trouve que c'est faux. J'ai vraiment besoin de cette véracité dans l'échange, dans l'humain. S'il n'y a pas ça, ça ne m'apporte rien, quoi. Ça me rend même triste parce que tu es obligé de faire semblant, entre guillemets, pour la face sociale. Et moi, je ne sais pas faire ça. Je suis une très mauvaise menteuse. Donc, ça peut être compliqué. Pareil, je ne vais pas mentir. Ouais. Non, je ne sais pas mentir. Enfin, ça, vraiment... Si, je peux mentir si je fais une surprise à mon mari ou mon fils, ça, je peux mentir, tu vois. Et encore, ça me coûte, c'est très difficile pour moi. Parce que justement, il faut que je cache ma joie, mon impatience, voilà. Donc, il faut contrôler tout ça. Ah, je vois est-ce qu'on peut vous poser des questions? Oui, Juliette, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi Uriel qui disait, même que toi, Adeline, je me trompe rarement sur les personnes. Ah, c'est vrai, quand on est hypersensible, comme disait Stéphanie, on a un peu une antenne, quelque part. Hein. Et même si ce n'est pas tout de suite, on sait que il se passera peut-être quelque chose après. Alors, les questions... Attends, ça va venir. Est-ce que tu as des questions de ton côté, toi aussi, Stéphanie, ou pas? Non, je n'ai pas de questions de mon côté. J'ai des gens qui suivent, mais pas de questions particulières. Ok. Je ne sais pas si le son est très bon, en fait. Je me pose cette question. Je n'ai pas eu de retour des personnes, donc bon, on verra. Je vais demander à Delphine. Je vois que la Félali, elle est sur Insta. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a beaucoup d'écho sur l'Insta côté Stéphanie, s'il te plaît? On vous embête encore avec les histoires de son, mais c'est vrai que... Bon, je ne sais pas. Moi, j'entends pas spécialement d'écho, mais... Du coup, toi, tu as des questions? Elle m'a dit, est-ce qu'on peut poser des questions? Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on va continuer jusqu'à ce qu'elle s'affiche. Donc, Juliette, si tu veux poser des questions, n'hésite pas. Même vous tous, hein, vous êtes les bienvenus. Hein. Sentez-vous libre de vous exprimer en tant qu'hypersensible. Ah, il y a une question pour toi, Stéphanie. Quelle est la différence entre ta profession et un psychomote? Oula, un psychomotricien, c'est ça.
Ouais. Ah oui, alors, faut me laisser une seconde que je fasse le lien. Euh, alors, je connais pas très bien, je connais le terme psychomotricité, je ne sais pas exactement comment ça se pratique. En fait, c'est là où je vais avoir du mal peut-être à comparer. Moi, je travaille pas. Alors, pour moi, le psychomotricien, c'est travailler quand même sur le mouvement du corps, la posture. Je le vois comme ça, hein. Je l'interprète parce que je connais vraiment pas la pratique. Je connais que le métier. Moi, je vais travailler plutôt sous un angle pareil, la posture, mais pas au niveau santé. Ça va être plutôt au niveau comportement. Ça va être aussi tout le langage. Par exemple, je vais prendre le décodage biologique. Quelqu'un qui arrive avec des douleurs quelque part, eh ben, c'est un langage pour moi. Ça parle de quelque chose au niveau des émotions. Donc, on va travailler sur le corps, la douleur, accueillir dans le corps. Je parle de l'épaule parce que hier, j'ai fait un atelier et on était sur une douleur d'épaule. Donc, ça me revient. La personne, je vais l'aider à écouter ce qui se passe dans son corps, à essayer d'aller diffuser ça dans son corps, trouver les émotions qui sont derrière. Donc, il y a Séverine qui dit que le son est OK sur Insta. Merci, Séverine. Merci beaucoup. Je vais être plutôt tout ce qui est morphopsychologie, hein, vraiment tout ce qui va parler de soi, l'apparence. C'est tout notre langage physique, juste l'apparence, notre posture, parle de nous et raconte des choses. Donc, je vais être plutôt sur la partie holistique. Voilà, je peux faire le lien comme ça. J'avais du mal à trouver, on va dire que la psychomotricienne, elle est vraiment sur la santé, sur le bon fonctionnement du mouvement. Moi, je vais être plutôt sur le décodage, l'interprétation du mouvement, de la posture, de l'apparence, de tout le corps, pour aller comprendre ce qui est inconscient en nous. Voilà. Donc, c'est le côté plus psychologique. Voilà. Je pense que j'ai bien répondu. Je le fais vraiment intuitivement parce que j'ai pas assez de détails, mais de ce que j'ai entendu autour de moi, je pense qu'on peut le comparer comme ça. Voilà. S'il y a des psychomotriciennes ou quelqu'un voit ça un jour, n'hésitez pas à confirmer ce que j'ai dit ou à faire évoluer ma remarque. Voilà. Mais moi, je travaille vraiment sur le côté psychologique. J'aide les gens au-delà de l'apparence, en fait, à utiliser l'apparence comme un outil de conscience de soi pour aller au-delà et relier vraiment l'être au corps parce que toute notre posture, toute notre façon d'être, elle va vraiment transmettre le message. Par exemple, si vous dites « je me sens bien », et qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas bien, tout votre corps va exprimer « je me sens pas bien ». Il n'y aura que votre bouche qui va le dire. Le langage non verbal, c'est 80% de la communication, en fait. Voilà. Et moi, c'est ce que je disais au tout début, c'est que très longtemps, quand les gens me parlaient, si la personne, elle n'était pas alignée, ce qui est le cas de beaucoup de monde, et moi la première, en tout cas petite, je sentais le décalage entre je vais bien et tout ce que disait le corps. Et je disais, j'ai dit très longtemps à mes thérapeutes, je comprends pas, les gens me mentent, jusqu'à ce que je prenne conscience que mon talent, c'est de vraiment entendre tout ce qui n'est pas dit. Voilà. Le mot, en fait, ça reste pas chez moi. Vous pouvez me dire, je vais bien. Ben, c'est pas ça que j'entends. Mon cerveau, il intègre pas du tout ça. Je vais entendre tout le reste, qui est parfois difficile et que j'ai dû apprendre parce que ça m'a créé beaucoup de difficultés dans mes relations puisque je me disais, mais les gens, ils sont pas authentiques. C'était très dur pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment. Aujourd'hui, j'ose en plus le dire comme un talent parce que je me rends compte que ça m'accompagne dans tout mon métier. Moi, au départ, j'étais coiffeuse, hein, donc en plus, j'ai un métier d'apparence, mon travail face au miroir. Moi, je travaille avec le miroir, donc voilà, c'est vraiment. C'est là où mon hypersensibilité, elle est un cadeau pour moi parce que c'est l'hypersensibilité qui fait que je peux entendre tous ces messages quand on échange, même là derrière un écran. On échange quelque chose énergétiquement même loin, mais vous voyez tous mes mimiques. Hein, c'est aussi ce qu'on apprend quand les gens travaillent sur scène, à avoir l'alignement intérieur avec la vraie expression du visage. Donc voilà. Et derrière tout ça, il y a vraiment un grand travail de connaissance de soi si on travaille là-dessus. Voilà. Je m'arrête. Alors, Juliette te remercie. Elle te dit merci beaucoup. Je pose la question parce qu'on est plusieurs étudiantes en psychomode dans le live. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça. Est-ce que j'ai bien expliqué la psychomotricité? J'ai fait un bon lien? Ça a l'air. Ça allait. Elle nous dira, Juliette, si ça a l'air d'être OK. Il y a aussi donc Sophie qui nous dit « Bonsoir, est-ce que l'hypersensibilité et la dépression peuvent être liées ?»
Est-ce que tu veux répondre, Adeline? Bonne question. Alors, être hypersensible, c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est sûr que si on n'accueille pas ces émotions, on peut vite être dans un excès de tristesse, et puis on peut rentrer aussi dans un cercle vicieux si on est dans une période où on n'est pas bien. Donc, lié, je dis pas qu'on est plus facilement dépressif si on est hypersensible, mais comme on est plus sensible déjà, donc forcément, ça peut être compliqué. Après, la dépression, c'est quand même quelque chose qui est quand même fort comme mot, hein. Je veux dire, quand on est dans un terrain dépressif, c'est quelque chose qui est comme un peu une maladie, hein. Donc, souvent, on prend des traitements, hein, pour la dépression, hein. Donc, je pense aussi l'hypersensibilité, ça peut être aussi exacerbé dans la joie, hein, pas que dans le côté négatif. Mais je peux entendre que c'est parfois compliqué d'être dans un peu ces espèces de montagnes russes, hein, parce que hypersensible, c'est un peu ça, hein, c'est des montagnes russes émotionnelles. Donc après, il faut accueillir et apprivoiser. Et je ne sais pas si vraiment on peut dire que c'est lié. Après, il y a des terrains, hein, pour la dépression. On sait qu'il y a des terrains génétiques aussi, hein. Donc après, l'hypersensibilité aussi un terrain génétique. Mais pour moi, c'est pas forcément lié. Moi, j'ai fait des dépressions dans ma vie suite à des choses compliquées, des séparations, des trucs comme ça. Voilà, mais jamais j'ai pensé que c'était lié plus spécifiquement à mon hypersensibilité. Souvent, c'est quand même une force, l'hypersensibilité, hein. Alors moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas toujours vécu comme ça, hein, parce que j'ai souvent été montrée du doigt, hein, que ce soit dans ma famille ou même dans mon noyau familial, hein. Je dis souvent, on se moque. Les gens, ils attendent en fait le moment où je vais pleurer, hein, parce que ça les amuse. Moi, je trouve pas ça drôle, mais voilà, c'est comme ça. Je suis hypersensible. C'est pas sympa, ça. Mais non, c'est pas sympa, mais pour mon ado de 12 ans, bien sûr que ça le fait marrer. Je veux dire, il est temps que sa mère, elle pleure. D'ailleurs, elle me disait toujours quand il y avait la kermesse, j'attends le moment où tu vas pleurer. Tu pleures pas. C'est presque étrange si je ne pleure pas pour lui. Tu vois, ça fait partie des rituels. En fait. C'est comme ça qu'il me connaît. Donc oui, peut-être que ça peut être lié. Après, je dirais que c'est personne dépendant. Je pense pas que mon hypersensibilité a été source de mes dépressions. Voilà. Je pense vraiment pas que c'est ça. Je me sens pas dans un terrain dépressif parce que je suis hypersensible. T'en penses quoi, toi, Stéphanie? Alors, moi j'ai ma propre vision. Pour moi, la dépression, elle vient suite à des chocs très forts émotionnels qu'on n'arrive pas à, à transformer. C'est trop lourd pour le cerveau et le cerveau il va se mettre en dépression parce qu'il a trop de pression, hein. Moi, j'associe beaucoup la dépression avec trop de pression. Et il y a des degrés, il y a une sorte d'échelle. Il y a donc les dépressions qui sont vraiment liées à des chocs émotionnels, la perte de quelqu'un, tout ça, où on n'arrive pas à retrouver la joie de vivre, du sens à la vie, hein. Il y a un côté psychologique et où on va être morose. La dépression, c'est vraiment, on n'a plus de goût à rien, les gens nous ennuient, le monde nous ennuie, mais dans le sens, c'est vraiment une question de plaisir, il n'y a plus rien. En tant qu'hypersensible, je peux me dire, comprendre le lien quand même, où des fois, moi, je me sens complètement épuisée, complètement sans motivation, mais je me sens pas en dépression. Je le vois plutôt dans le côté où j'ai eu trop de stimulation extérieure et mon corps a besoin de faire une dépression pour lâcher la pression. Mais je reste à ce stade-là. Je trouve toujours des solutions, j'arrive toujours à trouver du positif dans la vie. Je peux peut-être faire le lien avec ce que moi j'ai pu vivre dans mon histoire. À un moment, j'ai perdu un peu le goût des choses positives. Voilà. Et là, pour moi, par contre, ça, c'était un état dépressif parce que je ne savais pas pourquoi je me levais le matin. Ça, pour moi, c'est l'état dépressif. Mais si c'est juste de la tristesse ou des moments où je suis fatiguée parce que j'ai eu trop de tension et le monde me pèse, hein. Et c'est vraiment, c'est très subtil, hein. J'imagine qu'au niveau du ressenti, après, pour moi, j'ai justement mon hypersensibilité. Je trouve qu'elle m'a toujours permis d'aller au fond du trou. Et je suis convaincue quand on va au fond du trou, le cerveau par nature, il nous remonte. Et j'ai toujours laissé aller mes émotions au maximum. Donc c'est vrai que ça peut être complexe, mais la dépression, normalement, telle qu'elle est dite au niveau médical, c'est vraiment un état où on a eu des chocs et on n'arrive plus du tout à sortir soi-même de ce cercle. Voilà. L'hypersensible, il peut se sentir, comme tu dis, un montagne russe, un coup ça va, un coup ça va pas. Et ça, c'est pas le vrai terme médical de la dépression, mais ça peut donner cette sensation. Voilà comment je l'interpréterais autant techniquement que par mon expérience. Voilà. Je sais pas si ça a répondu un peu à sa question, mais voilà.
Donc, Sophie, on espère qu'on a répondu à ta question. On a une question de Yasmine. J'ai pas entendu du coup. On a une question de Yasmine. Oui. Elle nous demande, je me permets une question aussi, comment avez-vous découvert votre hypersensibilité? Ça, on en a déjà parlé ensemble, Stéphanie. Moi, je vais commencer si tu permets. Vas-y. Alors, je vais raconter cette histoire, peut-être que je l'ai déjà racontée dans d'autres lives, mais c'est pas grave, parce qu'on me pose la question, je vais répondre. En fait, je m'en suis rendu compte enfant. Donc, quand j'étais enfant, j'allais au catéchisme, parce que je viens d'une famille catholique. Et en fait, on avait fait des cartes de Noël pour la maison de retraite vers chez moi, qui est à Rérieux dans l'Ain. Bon, bref. Et donc, on emmène nos cartes, etc. Et puis, on les emmène aux résidents. Et donc, j'arrive vers une petite dame et je lui tends ma carte. Et elle me dit, en fait, je suis aveugle, je peux pas voir ta carte. Et en fait, j'ai pleuré. J'étais triste qu'elle puisse pas profiter de la carte. Alors, je devais lui décrire, etc. Et voilà, j'ai pleuré. J'étais hyper triste. Et je me disais, mais en fait, il n'y a aucun enfant autour que ça touche, ça. Cette dame, elle est un peu isolée dans sa bulle parce qu'elle peut pas te partager avec nous. Et en fait, tout le monde s'en fout. Et j'étais un peu dans une incompréhension. Je me suis dit, pourquoi moi, je ressens ça? Et les 15 enfants qui sont avec moi, en fait, ça ne touche personne. Donc voilà, je me suis dit que là, il y avait sûrement quelque chose qui était différent chez moi et que j'étais sensible à sa tristesse, le fait qu'elle doive me dire, mais tu sais, ma petite puce, en fait, je vois pas. Elle était désolée de ça, en fait, en plus. Et vraiment, je me suis vraiment dit, à ce moment-là, il y a quelque chose chez moi qui fait que je fonctionne pas comme les autres au niveau de ma sensibilité. Donc, je l'ai compris, moi, j'étais en primaire, je pense, en CE1 ou en CE2. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert mon hypersensibilité. Et quand on m'a ramené, en fait, du catéchisme, après le catéchisme, la dame du catéchisme a dit à ma maman, on a eu un problème. Alors, moi, je l'avais pas ressenti comme un problème. Je m'étais juste dit, c'est bizarre, les autres réagissent pas, ça touche personne. Mais on a pointé du doigt quand même que c'était un problème. Et ça, moi, je me suis dit, bon, en effet, il y a quelque chose qui diffère. Et ça s'est vu. Voilà. Donc, c'est là que moi, j'ai découvert mon hypersensibilité. J'ai pas mis le mot hypersensibilité tout de suite. Mais après, je me suis bien rendu compte que dès que j'entrais quelque part, j'avais des sensations. Par exemple, quand j'entrais dans les églises, j'étais toujours submergée, en fait. Tout de suite. Il y a certains bâtiments où je rentrais, ça me prenait comme ça. Et je voyais personne, tout le monde s'en foutait. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a que moi qui ressens ça. Donc, je m'en suis rendu compte vraiment petite. Et toi, Stéphanie? Alors pareil, on en a déjà parlé, mais en même temps, je me réjouis de cette question parce que moi, je me suis jamais posé la question. On a beaucoup parlé avec Aline, on a déjà répondu dans d'autres lives à ça aussi. Moi, le chemin, il a été différent, c'est que je me suis sentie toujours différente. Donc au départ, c'était une problématique. Donc de toute façon, il y avait quelque chose qui était différent en moi. Alors, je peux dire que j'en ai vraiment pris conscience, c'est plutôt à l'adolescence. Voilà, que j'étais différente, qu'il y avait un truc que je comprenais pas avec les autres. Je fonctionnais pas, j'avais pas les mêmes envies, j'avais pas besoin. Et en plus, comme j'ai un caractère assez marqué, non, ça m'intéresse pas de boire un coup avec vous, ça m'intéresse pas de faire ça. Les bandes, je m'en fous. Voilà, je vais vivre ma vie toute seule. Voilà. Donc, je vais être honnête. J'ai pas été à la recherche de cette hypersensibilité spécialement. Ce terme, je le connaissais pas, mais je sentais qu'il y avait une différence. Et quand j'ai commencé un chemin de personnel, d'introspection, parce que là, je me suis dit, moi, je comprends rien au monde en fait qui m'entoure, donc je vais essayer de comprendre. Et du coup, c'est moi que j'ai découvert au milieu de tout ça. Et comme je l'ai déjà dit, moi j'ai d'abord découvert le monde des émotions et les mondes subtils avec plutôt le côté, je dirais, ésotérique, même si je suis pas allée très loin dans tout ça, mais j'avais plein d'informations, je ressentais toujours plein de choses, et j'ai découvert d'abord les enfants indigos, voilà, qui ressemblent beaucoup. Enfin, il y a tout un petit questionnaire pour définir un enfant indigo, et en fait, il ressemble vraiment beaucoup au test de l'hypersensibilité non professionnel, je vais le dire comme ça, pas chez les psychologues, mais qu'est-ce qui va définir un hypersensible? Ça se ressemble beaucoup. Donc moi, vers 20 ans, j'ai découvert que j'étais une enfant indigo, et pour ma partie très qui aime le côté plutôt subtil des choses, c'était OK. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand j'entends une information qui vibre en moi, je me pose pas 15 000 fois la question. C'est OK, peu importe d'où ça vient, que ce soit scientifique, non scientifique, je m'en fiche, ça me parle. OK. Comme ce que je ressentais, j'ai ressenti très tôt, par exemple, pour les personnes qui sont ouvertes à ça aussi, qui nous suivent. En fait, moi, j'ai toujours entendu les messages de mon âme.
Voilà. Donc j'ai eu toujours plein d'infos et quand je vois les gens qui disent ah je me suis formée à ça, donc moi je dis oh, mince mais j'y connais rien, mais en fait j'ai toujours eu des messages. Par exemple, je j'ai une amie qui un jour me dit je me suis formée aux mémoires akashiques. Je ne connaissais pas du tout les mémoires akashiques et le soir même en fait il m'est venu plein d'infos et je me suis rendu compte que naturellement j'avais cette connexion. Donc les mémoires akashiques dans le monde plutôt subtil de toutes les thérapies plutôt énergétiques et voilà subtiles, c'est la mémoire de notre âme. C'est notre bibliothèque d'âme où il y a toutes les informations de nos vies antérieures, pour résumer. Et voilà. Donc moi, c'est comme ça j'ai découvert d'abord ma partie connectée. Et en fait, le terme vraiment hypersensibilité, je l'ai découvert quand j'ai voulu avoir un enfant. Avec les livres, bien sûr, je me suis tournée vers les approches plutôt holistiques pour avoir un bébé. Et dans le livre que j'avais acheté, elle parlait de différentes façons de vivre ses émotions avec des êtres atypiques, des êtres hypersensibles, qu'un enfant, il peut parler déjà de tous les tempéraments et les intelligences des enfants. Et du coup, j'ai découvert comme ça. Et puis, au fur et à mesure, avec mes enfants, j'ai fait des lectures, l'eau potentialité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, j'ai mis une partie, je vais dire, scientifique sur ce que j'étais. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Et aujourd'hui, les deux se relient parce que pour moi, c'est la même chose sous des angles différents, en fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ma découverte. Merci Stéphanie. Muriel nous dit mon mari n'est pas hypersensible à la base, mais suite à la maladie de son papa, il pleure devant les films. Est-ce qu'une personne naît hypersensible ou peut-on le devenir suite à un événement? Alors, normalement, on est hypersensible. Alors, la dernière fois, quand on a fait le live, je vous ai parlé du livre de... Alors, je me suis rappelé plus son nom, Boris Cyrulnik. Voilà, Boris Cyrulnik, qui s'appelle De chair et d'âme. Et je l'ai commencé cette semaine. Et il semblerait en fait que sur le chromosome 17, il y a une partie de récepteurs. Alors, je ne me rappelle plus, je regarde, parce qu'il va falloir que j'étudie ça, parce que forcément, comme j'ai fait de la génétique, ça m'intéresse, qui soient des récepteurs en fait à une hormone. Et s'ils sont courts ou longs, on ne va pas réagir de la même façon. Donc, on est hypersensible. Et clairement, il y a une partie génétique. Donc voilà, ça, c'est super intéressant. Je vais aller creuser, je vous en dirai plus quand j'aurai creusé tout ça. Mais... Alors, je pense que ce qui arrive aussi, c'est que souvent, quand on peut regarder des films, etc., il y a l'effet, un peu l'effet miroir, c'est que ça peut ouvrir certaines blessures, en fait, faire écho à nos douleurs d'enfant intérieur, par exemple, et ça peut expliquer qu'on puisse devenir un petit peu plus sensible. Donc, voilà, moi, je pense qu'on est hypersensible, on ne le devient pas hypersensible, mais qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'on va être plus sensible par la suite parce qu'il y a des événements qui vont être un petit peu plus traumatisants et qui vont tout de suite donner une sensibilité un petit peu plus intense que ce qu'il y avait au départ. Oui, moi je te rejoins dans le sens où pour moi, voilà, c'est de naissance l'hypersensibilité et après il y a différentes façons de vivre. En fait, pour moi, tout le monde est sensible. On est tous sensibles. Après, on a effectivement peut-être des capteurs qui font qu'on ressent plus. Et puis il y a l'éducation aussi qui rentre là-dedans. Voilà. Il ne faut pas oublier. C'est ça. Il ne faut pas oublier que quand on est enfant, alors si on est hypersensible, globalement, on a beau nous éduquer en disant arrête avec tes émotions, de toute façon elles ressortent. Mais quelqu'un qui va dire qu'il y a une sensibilité, j'aime pas ce mot, mais bon, normal. J'ai pas d'autre mot, j'en trouve un autre. Une sensibilité normale, voilà, dans une grande partie de la population. Si on lui a appris à ne pas écouter ses ressentis, un exemple banal, et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais par exemple un enfant qui tombe et on lui dit oh non c'est rien, il faut savoir qu'au niveau du cerveau, il intègre que ce qu'il a ressenti, ce n'est pas vrai. Donc il va mettre en place des petits verrous en disant oh non j'ai pas à ressentir ça. Et quand, par exemple, pour des personnes qui ont une éducation dans une famille où vraiment les émotions, c'est jugé, c'est une faiblesse, on interdit de ressentir, et sachez que, moi je dirais presque 100% de la population, on est là-dedans, et on n'a pas besoin d'être hypersensible pour être jugé sur nos émotions, on peut s'être fermé à notre sensibilité. On peut s'être fermé. Et comme dit Adeline, il suffit qu'on ait une accumulation d'événements, de choses qui fait que le réservoir, il est là, des émotions, parce que quand on les garde, ça fait ça. Un film va être l'outil pour décharger les émotions résiduelles. Voilà. Je pleure pour l'autre, mais en fait, je pleure pour moi. Et la plupart du temps, on pleure pour soi.
dans des choses fortes, on pleure pour soi. On va déverser ce qui est en trop en nous, en fait. Et ça, c'est un méga cadeau. Il faut remercier notre corps parce il a tout pour nous emmener vers la vie et la survie quand on est dans un état de danger de vie. Et si on accumule trop d'émotions, on arrive à la dépression, et la dépression, c'est quelque chose qui est dangereux pour nous. Et notre corps, il peut mettre en place des choses. Mais si on a eu l'habitude de dire non, non, je tais mes émotions, donc ça va finir, c'est que j'en ai trop quand même, mais je continue à les taire, j'en ai trop, mais je continue. Et là, on peut arriver à l'état dépressif. Après, il y a d'autres facteurs pour l'état dépressif, mais ça peut être un comportement qui fait qu'on arrive à ça. Voilà. C'est une éducation, c'est des croyances, c'est des injonctions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Après, c'est là où il faut décoder, voir est-ce que c'est parce que je suis trop sensible. En général, pour moi, je ne sais pas, Adeline, comment tu le sens, mais quelqu'un d'hypersensible, on a beau l'avoir éduqué à taire ses émotions, il va les sortir par un autre moyen. Voilà. Chez les garçons, par exemple, on dit ils deviennent en fait, ça fait des garçons assez difficiles ou qui font des bêtises. Ils vont trouver un moyen d'exprimer. Si c'est pas par les mots, ça va être par le physique, par exemple. Moi, j'en suis sûre que les gens qui prennent des risques, ceux qui sautent en parachute ou sans parachute, par exemple, j'en suis sûre que c'est des hypersensibles qui savent pas comment. Des fois, je fais une analyse personnelle, mais à la fois, je me dis, ils cherchent le ressenti, ils cherchent quelque chose, ils vont vers le danger, voilà. Donc, c'est qu'ils essayent de se connecter à quelque chose. Moi, voilà, c'est une petite interprétation, attention, mais je pense qu'il y a quelque chose. Donc voilà, l'hypersensible, ça va chercher à ressortir de toute façon tout le temps ses émotions inconsciemment. Quelqu'un de sensible qui les a juste cachées, peut-être ça va être un film. Donc à réfléchir et à observer. On est tous différents. Enfin, moi, j'ai besoin de dire ça, c'est qu'on est tous différents. On est tous différents en tant qu'hypersensibles. On est de toute façon uniques en tant qu'être humain. Donc, il faut toujours observer et voir chaque personne, comment elle réagit, et sans mettre des étiquettes, mais voir son curseur et en fait, est-ce que c'est de l'hypersensibilité, est-ce que c'est juste de la sensibilité contenue, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez peut-être avoir une réponse. Voilà. Et on a 2 personnes qui te proposent pour éviter le mot normal, tu as le mot standard ou modéré, tu peux utiliser aussi. Merci, ouais. Ça peut vous servir. J'ai pas réfléchi parce que moi, jamais j'utilise le mot normal, mais là, du coup, face aux questions, je vois que ce mot revient un petit peu et j'ai pas réfléchi. Donc, standard, voilà. Merci standard, beaucoup. Ça parle aussi et modéré. Je l'ai gardé. Ouais. Je l'ai gardé standard. On a Lisalou qui nous pose une question, c'est comment expliquer à un enfant de 4 ans qui est hypersensible, qui se sent triste et se referme sur lui-même en voyant un autre enfant en situation de handicap crier et pleurer. C'est son fils, lors d'un rendez-vous chez le médecin, il n'a pas voulu réagir avec le médecin, il est rentré dans une tristesse qui nous a tous marqués. Comment peut-on réagir avec notre enfant à cet âge? Alors, comment on peut faire avec un enfant sensible de 4 ans? Ouais, je te laisse répondre sur cette question-là. Alors je vais, du coup, on travaille avec les mots. Il n'y a pas à réagir, il y a à accueillir. En fait, il n'y a rien à faire parce que c'est son ressenti à ce moment-là, et son ressenti n'est pas un jugement sur l'autre. Il est juste son ressenti parce qu'il c'est nouveau, peut-être il connaît pas, voilà, c'est une situation nouvelle et il sait pas quoi en faire. Voilà, donc il va trouver son mode de survie à ça, voilà, d'adaptation. Donc en tant que parent, la seule chose qu'on a à faire, c'est accueillir et dire oui, c'est difficile pour toi, il y a quelque chose qui te gêne, parce que c'est pas contre l'autre, nos émotions, elles sont jamais contre l'autre, c'est nous qui avons des émotions, et l'enfant, alors chez l'enfant en plus, c'est fort, mais c'est souvent nous adultes où on a été conditionnés sur ça, voilà. Donc on va se dire mince, si mon enfant dit ça, mince, il y a un jugement derrière, il y a peut-être une dévalorisation. Par exemple, un exemple, moi, ma fille, un jour, on était près de chez nous, c'est assez multiculturel, et il y avait un monsieur indien avec un turban, et puis elle me dit, mais pourquoi il a un turban, ce monsieur? Voilà. Et pourquoi il n'a pas la même couleur de peau que nous? Bien sûr, parce que pour elle, c'est une découverte, ça restait un enfant de 3 ans. Bien sûr, le monsieur, il l'a entendu, mais moi, je dis, parce qu'il vient d'une autre culture, j'explique, voilà. Et c'est vrai qu'il faut se défaire de la peur qu'on ait jugé la personne, que notre enfant est jugeant, mais pas du tout. C'est juste l'accueillir et
d'accueillir tel qu'il est. Voilà. C'est là. C'est nouveau peut-être. Pour un enfant, tout est nouveau. Voilà, c'est sa tristesse. C'est ça. C'est ça. La douceur et du réconfort. C'est ça, c'est ça. Je vois qu'on arrive à 1 heure de temps. Alors, si je me trompe pas, le live Instagram va s'arrêter. Donc, en tout cas, pour les personnes qui nous ont suivis sur Instagram, je vous remercie. Si vous avez envie encore continuer, vous pouvez bifurquer un peu sur Facebook, sur la page Passion Harmonie. Merci beaucoup. Et puis, ce live, de toute façon, se restera en replay. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais l'arrêter. Ok. Voilà, comme ça. Ça marche. Mon petit... Et puis, on a eu du bol parce qu'on a presque plus de batterie. Parce que de toute façon, autant pour l'ordinateur, pas de souci, autant sur mon... Tu as 3% sur mon... C'est très grave, hein, parce que là... Donc, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'hypersensibilité? Est-ce que vous la ressentez plutôt comme un cadeau ou comme un fardeau? Donc, ça va être ma question. C'est moi qui vais vous poser la question ce coup-ci. Plutôt fardeau ou plutôt cadeau pour vous? Cadeau pour moi. Ah, Muriel, ça me fait plaisir que tu dises que c'est un cadeau. C'est chouette, on va pouvoir dire. Muriel est la cousine de mon mari, on va pouvoir échanger au prochain repas de famille quand on se verra l'année prochaine, j'imagine. Cette situation conflictuelle. Lisa Lilou, donc c'est la dame qui nous parlait de son fils de 4 ans, qui nous dit: doit-on voir un psychologue pour notre fils? Non. Pourquoi? Non. Non. C'est vous que ça inquiète, hein, en fait. Peut-être que vous avez besoin effectivement d'avoir des outils pour l'accueillir. Par contre, hein. Moi j'ai dit il faut l'accueillir, mais accueillir c'est pas si facile parce qu'il faut déjà arriver à savoir nous-mêmes accueillir nos propres émotions, voir là où on a des jugements, des limitations aussi hein, dans notre éducation ou sociétale. Et souvent, sans nous mettre du poids sur les épaules, c'est à nous, parents, de développer notre langage émotionnel, relationnel, pour pouvoir accueillir les enfants. Parce que l'enfant, lui, en fait, il se comporte de façon juste. Il exprime de façon naturelle avec qui il est, là où il en est, avec sa capacité d'accueillir ses émotions. Et c'est 3 ans, hein, il a 3 ans, c'est ça, Adeline? 4 ans. 4 ans. À 4 ans, clairement, hein, tout le système de gestion de toutes ces informations ne fonctionne pas encore. Voilà. Donc, le préfrontal, hein, il ne marche pas encore. Donc, voilà. Donc, c'est sans vous juger, hein, mais c'est à vous plutôt de trouver des outils. Et ça, aujourd'hui, vous avez vraiment, il y a vraiment plein de personnes qui peuvent vous aider dans cet accompagnement avec les émotions. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est ça qui est super. Mais ça demande un petit travail personnel, il faut être honnête, une recherche personnelle en tout cas. Voilà. Moi, je le veux comme ça. Il y a Mélanie qui dit: pour moi, à la fois cadeau et malédiction, pas toujours facile. Et Annabelle qui nous dit: fardeau dans le quotidien, mais cadeau dans ma pratique de l'énergétique. Ça, je suis d'accord, dans la pratique de l'énergétique, c'est un vrai cadeau. Parce que là, ça limite presque un don, parce que c'est facile. Donc, c'est vrai que ça, je rejoins là-dessus. Annabelle, je te rejoins complètement là-dessus. Hein. Moi, l'énergétique, j'ai découvert ça il y a peu de temps et en fait, ça a été d'une facilité. Je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi facile dans tous mes apprentissages, clairement. Donc, vraiment, pour moi, de ce côté-là, ça a été un cadeau. Mais c'est un cadeau pour moi de façon, on va dire, un petit peu moins de 2 ans. Hein. Avant, pour moi, c'était plus un fardeau quand même. Et ça l'est encore parfois, je le dis, quand je suis fatiguée, c'est plus compliqué pour moi de gérer des émotions. Donc, Lisa Lidoun, merci. Y a-t-il des degrés dans l'hypersensibilité? Comment est diagnostiquée l'hypersensibilité? Alors, je ne sais pas si on a besoin d'un diagnostic pour l'hypersensibilité. Hein. Il existe des tests maintenant. Pardon? Il existe des tests. Mais il n'y a pas de diagnostic. On n'est pas comme pour les HP ou voilà. Il y a des tests après à vous de voir par rapport à. Puis comme on disait tout à l'heure, Stéphanie l'a bien dit, l'hypersensibilité, c'est plein de profils différents. On est tous uniques. Il y a des choses qui vont nous rapprocher, hein, comme on pouvait dire, on peut pleurer facilement par rapport aux blessures des autres. Si on voit des choses on peut être submergé, voilà, c'est des choses qu'on peut avoir ou entendre aussi. Tu es trop fragile, tu es trop sensible. Voilà, c'est aussi des choses qu'on entend en tant qu'hypersensible, mais
Il n'y a pas vraiment de diagnostic. Et quand tu as des degrés, je pense que voilà, on est tous uniques, et en effet, on ne va pas être tous sensibles aux mêmes choses. Mm. Les gens qui vont être très sensibles. Moi, par exemple, je suis très, très sensible à la musique, et notamment la musique classique. Par exemple, le rap, le gros rap américain, ça me donne des boutons, ça m'agresse. Par contre, la musique classique, ça me transporte et ça m'emmène très, très, très loin. Alors, il y a des gens qui vont être hypersensibles et peut-être la musique classique leur fera rien. Donc voilà, on est vraiment tous différents. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des degrés d'hypersensibilité. Ouais, ça c'est sûr. Après, moi, je me pose la question justement en ce moment. Personnellement, je suis en recherche avec l'intelligence émotionnelle, parce qu'il existe l'intelligence intellectuelle, enfin, le quotient intellectuel, et il y a le quotient émotionnel. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à savoir vivre avec son environnement, trouver des solutions à des situations, être en relation avec les autres, pas spécialement facilement, mais avoir une connexion à l'autre assez rapide. Voilà. Après, il y a tout un schéma aussi de développement de ses capacités. Hein, voilà. Et on en parlait avec Adeline récemment lors d'un sommet. J'ai entendu un sommet sur la douance. J'ai entendu une personne dire il n'y a pas de surdoué hypersensible. Mais des émotions. En tout cas, ils se reconnaissent pas si ça existe. Et là, je reconnais qu'une part de moi, et là, j'ai fait confiance, elle était outrée en disant, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et pourtant, je l'adore. Mais il y avait un truc qui résonnait pas du tout en moi. Et là, justement, là, avec un peu le confinement, ça a dérouté, mais j'ai une connaissance qui, elle, a développé un test QI pour les entreprises. QI, non, QE, pardon, les entreprises, qui est spécialisée dans les émotions. Et j'ai envie, moi, jamais j'ai eu trop envie de me faire tester au niveau aux potentialités. Je m'y suis reconnue très vite et c'était ok, ça me suffisait. Mais justement, comme dans nos sociétés, l'émotionnel, ça a l'air de pas être une intelligence encore. On est encore un peu dans ça, même si on a des preuves maintenant au niveau des neurosciences que c'est une vraie intelligence aussi, on en a besoin. On sait que quelqu'un qui a un QI mais qui n'a pas son QE assez développé, va peut-être avoir des difficultés à s'adapter socialement, tout ça, ça représente beaucoup de choses. Et moi, je voulais justement aller plus loin. Je me fais disputer parce que j'ai mes enfants qui dorment, mais je parle trop fort. Et donc, du coup, je baisse un petit peu d'un ton. Vive le confinement. Et je voudrais voir ça. En fait, je veux faire l'expérience de ce QE et justement si c'est pas l'hypersensibilité qu'on va diagnostiquer, mais c'est notre capacité à connecter des choses en fait différentes de l'intellect. Voilà. Donc je fais une petite parenthèse, mais je pense que il y a beaucoup d'avenir aussi là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la compréhension, parce que je pense qu'on est des bébés dans la compréhension de l'émotionnel et de son effet dans notre vie. Les sciences, les neurosciences en parlent de plus en plus maintenant. Des choses que moi j'ai découvert, que je vous disais tout à l'heure, dans le monde plutôt du développement personnel, où on parle des émotions, le lien des émotions sur la maladie et tout ça. Les neurosciences sont en train de mettre ça vraiment en avant. Et c'est encore pas arrivé aux oreilles, ou en tout cas à la conscience de tout le monde. Et il y a vraiment tout un chemin là-dessus, où peut-être qu'un jour, le test de QE sera aussi une preuve de notre hypersensibilité, parce ce sera assez facile pour nous. En fait, moi, j'ai toujours cru que j'avais un problème parce que je ne savais pas vivre avec les autres. C'était moi qui ne savais pas vivre avec les autres. Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a vraiment remué. Pendant une journée, j'y ai réfléchi, je me suis mis en état de stress à chercher des solutions pour répondre à l'inconfort que ça m'avait fait vivre, d'entendre qu'il n'y avait pas de surdoué émotionnel. Et en fait, moi, suite à ça, j'ai écouté dans mon corps ce que ça faisait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi qui sais pas m'adapter. C'est qu'en fait, c'est toujours été trop facile, les émotions pour moi. Et je suis convaincue que nos injonctions d'éducation, de société, peuvent nous tromper sur notre facilité. On peut croire qu'on est en difficulté avec nos émotions, alors que c'est juste nos croyances qui nous bloquent à juste dire je vis bien. Et c'est là aussi un peu le but de ce live, c'est de dire qu'en fait, c'est pas un problème, c'est pas une difficulté, c'est que peut-être il nous manque des informations pour pouvoir faire les bons liens, et qu'en fait, on sait peut-être déjà faire. En fait, on sait faire. C'est juste qu'on va s'adapter au milieu extérieur qui fait qu'on a un problème ou des difficultés.
Voilà. J'ai fait une longue parenthèse, mais je trouvais que c'était important ça. Pour moi, ça. Lisa Lilou, elle nous demande où c'est qu'on peut faire ce QE. Alors, le test, le quotient émotionnel, en fait, Moi, j'ai vu ça dans des magazines, hein, il y a déjà au alors, moins j'ai vu dans 2 le ans. magasin. Mais Alors, bon, je vous déconseille de faire ce genre de truc parce que c'est des trucs qu'on fait à la plage. Mais voilà. donc, il y a Élodie Crépel, hein, on peut parler d'elle parce qu'on la Tout à suit. fait. Crépel, elle Spécialiste de est l'hypersensibilité. psychologue, elle est spécialisée dans l'hypersensibilité et les hauts potentiels. Et vous pouvez, sur sa page, alors faire le test gratuit de l'hypersensibilité. Elle a créé tout un questionnaire qui va vous dire. Le QE, c'est plus spécifique, souvent c'est avec le quotient intellectuel. On va faire maintenant, avant on faisait que le QI quand on fait les hauts potentiels. Maintenant il y a un test qui est associé parce qu'on prend d'autres facteurs en compte. Ça a évolué par rapport à des années et des années en arrière. Le QE dont je vous parle, ça s'appelle QE Pro, vous pouvez chercher, mais là c'est comment elle s'appelle? J'ai perdu son prénom. C'est Lisa. Je vous le mettrai en lien sous le live. Commentaire. Elle vous fait payer. C'est un test assez. Voilà, moi je vais le faire justement. Je pense que je voulais d'abord échanger avec elle comme je la connais pour avoir certaines réponses. Et ça fait un bout de temps que je voulais le faire, mais je l'ai jamais fait. Donc je pense que je vais le faire. Et elle a développé. Elle est psychologue des émotions et vraiment elle a développé tout un système et pour développer l'intelligence émotionnelle en entreprise, mais on peut l'utiliser en tant que personne. C'est ce qu'elle m'a déjà dit, pour comprendre où on en est dans notre capacité avec nos émotions et comment on vit avec et on sait vivre avec les autres avec nos émotions. Mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Moi, j'en connais pas d'autres. Mais aujourd'hui, j'en suis sûre qu'il y a des gens qui ont développé des tests QE pour pouvoir développer notre facilité. Lou, elle dit, j'ai entendu parler de ça chez nos voisins belges et des professionnels de développement personnel au Canada. Donc ouais, je pense que ce type de test est... Après, il n'y aura peut-être rien d'officiel, mais oui, alors on cherche. Voilà, moi le plus officiel c'est Lisa parce que elle en a développé vraiment quelque chose de professionnel pour les entreprises. Voilà, donc là c'est quand même quelqu'un. Quelque chose de carré, ouais. Ouais, voilà, on peut dire sécurité, c'est pas juste comme tu dis des tests de magazine. C'est pas un truc de magazine, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais je connais pas plus parce que la vie a fait que j'ai croisé Lisa et ça m'a suffi. Donc je me suis jamais plus penchée là-dessus, mais on peut chercher aussi, hein. On peut chercher peut-être pour vous voir. Moi, je veux bien me pencher là-dessus et vous partager ce que je découvre. Ornella qui nous dit comment apprendre à gérer nos émotions par quel type de praticien? Alors, je vais répondre déjà en partie si tu es d'accord, Stéphanie. Alors, apprendre à gérer nos émotions, c'était comme elle a dit tout à l'heure, Stéphanie, quand elle parlait du petit garçon de 4 ans, là, et ben, déjà, c'est les accueillir. C'est pas juste les gérer. Gérer, il y a le mot gérer, ça veut dire qu'on est dans le contrôle. Donc, il y a ça. Après, ces types de praticiens, alors, c'est bien de faire une démarche personnelle. Parfois, c'est vrai qu'on a besoin d'être accompagné. Et ça va pareil dépendre de votre sensibilité aussi. Peut-être que, par exemple, il y a des gens qui vont être plus dans l'approche de Stéphanie, c'est-à-dire dans le psychocorporel, dans tout ce qui est passé par le corps, etc. Et puis, peut-être que vous allez être attiré plutôt par des gens qui vont être énergéticiens ou qui vont faire de la lecture akashique. Voilà, après, ça va être vraiment... votre sensibilité qui va vous orienter vers le type de praticien. Si vous avez l'antenne des hypersensibles, de toute façon, vous allez dire bon, bah là, j'ai vu une personne et puis je la sens pas. Bah, voilà, laissez-vous guider aussi par votre intuition par rapport à ça. Hein. Et puis apprendre à gérer ses émotions, bah, voilà, c'est s'écouter en fait, déjà. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? La pratique de Stéphanie, elle est super intéressante parce que le corps et l'âme et les émotions, tout est lié. Et quand on passe par le ressenti du corps, ok, qu'est-ce que je ressens? Si déjà vous allez juste écouter votre corps, vous allez en avoir des informations. Hein. Après, déjà juste dire, ok, il se passe ça, ça, ça. Et après, apprendre à décrypter, ça prend du temps. C'est pas, si vous avez juste de l'attention, bah, c'est bien. Mais après, il faut être capable d'aller plus loin. Et ça prend du temps. Il y a des tas de praticiens qui vont vous aider. Après, à vous de vous diriger vers ce qui va vous convenir. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Alors moi, je rejoins à toi. Je reste sans rien dire, c'est rare. Je compléterai avec le fait que il est important d'aller voir des praticiens qui travaillent à la fois sur le corps, sur le mental, sur l'énergétique. Parce que les émotions, c'est 3 plans. Il faut les comprendre, les ressentir, et puis aussi s'y connecter. Voilà. Et
Et aujourd'hui, moi, je ne partage que mon expérience. Je suis devenue thérapeute parce que mon premier métier, c'est coiffeuse. Je suis devenue thérapeute, je me suis formée à des pratiques, hein, bien sûr, mais parce que c'est ce que je fais pour moi tous les jours. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, j'adore le partager, j'adore cette vie, je veux l'offrir aux autres, quoi. Je veux pouvoir aider les autres. Mais dans mon cheminement, je pense, Albine, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais moi, j'ai été à la fois voir des gens qui travaillent au niveau énergétique, des gens qui travaillent sur mon corps, hein, l'ostéopathe. J'ai toujours fait une séance thérapie ostéopathe. Alors moi, c'était l'ostéopathie, ça m'allait très bien, ça connectait. Des méthodes psychocorporelles, des méthodes psychospirituelles. J'ai Mm. vraiment fait en sorte de toujours connecter plusieurs angles à la fois. Les émotions, ça touche plein de plans, voilà. Et il faut les comprendre, il faut les ressentir, il faut s'y connecter. Voilà, il y a plein de choses. Donc, à vous de trouver. Par contre, Adeline a raison. C'est un peu à vous de sentir. Hein. Vous allez sentir cette personne, ça me parle, ou tiens, j'ai besoin de quelque chose plus dans mon corps. Là, j'ai besoin vraiment physique. Là, j'ai besoin de choses plus énergétiques. Moi, je me suis fait, par exemple, beaucoup masser. Vraiment, le massage, c'est ce qui connectait tout pour moi. Ça touchait mon corps et en même temps, ça m'emmenait dans des mondes subtils parce que dès qu'on me touchait, je sentais des choses dans d'autres plans, voilà. Après, il y a des personnes moi que j'accompagne qui sont hyper sensibles et je leur fais faire des choses hyper corporelles parce qu'il Mm. faut s'ancrer, elles ont besoin de s'ancrer. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui viennent, qui sont très dans leur corps et là, je vais leur faire faire des choses dans la partie subtile pour que voilà. Et puis on vague, on bouge comme ça. C'est un mouvement. Euh, Par contre, une chose qui est très importante, c'est un peu comprendre les émotions. Je vous invite à lire quand même quelques livres, suivre des webinaires, écouter des vidéos. Hein, il y a quand même beaucoup de choses, des sujets autour des émotions. Et de déjà les comprendre, parce que votre cerveau, s'il ne comprend pas ce que vous êtes en train de faire, s'il n'a pas l'outil, et en plus si vous êtes hypersensible et haut potentiel, par exemple, vous avez besoin de comprendre, il ne va pas tout lâcher. Il a besoin de l'information rationnelle quand même, le cerveau, pour savoir qu'il n'est pas en danger. Donc moi, j'invite toujours d'abord à lire des livres. Je fais des fois des cours. Mes premières séances, c'est des cours sur les émotions. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelle est l'utilité? Voilà. Parce que si on ne le sait pas, on se dit, bah, je veux m'occuper de mes émotions, mais en fait, on ne sait même pas à quoi ça sert. Donc en fait, le cerveau, il se dit, mais pourquoi tu veux aller là, quoi? Même si tu le sens, mais qu'est-ce que tu me dis? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, je complète avec ça, parce que pour moi, ça me paraît, Mais je suis voilà. complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est sur plusieurs plans, hein, clairement. Parce que moi, j'ai comme toi, je passe, enfin, je sais par exemple quand au bout d'un moment j'ai trop de tensions accumulées, donc je vais être forcément un petit peu plus sensible parce que j'ai tout qui se cumule. Et puis ça va commencer par des blocages au niveau corporel. Donc je passe tout de suite, parce que je sais que la première case c'est la case ostéopathe pour moi. Je sais que c'est la première en fait. Et je vais aller après, souvent derrière, je vais faire soit du Reiki. Donc toi, je sais que tu pourrais faire le massage. Moi, par exemple, le massage c'est quelque chose que je suis pas très fan. Ou alors, il faut que ce soit dans un univers où justement il n'y ait pas que le massage, c'est-à-dire pas que le toucher, mais qu'il y ait tout l'univers olfactif avec. Ça, c'est important pour moi. Ça va vraiment me permettre de partir, voilà, vraiment de relâcher et d'être vraiment plus connecté. Et toute la partie aussi énergétique, bah, clairement, ou vibratoire. J'ai fait aussi un truc que j'avais adoré, c'était un massage avec des bols tibétains. Donc ça, c'est un des trucs les plus dingues que j'ai fait et je dois avouer que c'est vraiment quelque chose, pour moi, ça a été vraiment encore plus bénéfique. C'est très, très puissant. Bon, tout le monde ne supporte pas la vibration des bols, mais en tout cas, moi, j'avais vraiment adoré. Mais c'est vrai que je travaille jamais sur un seul plan, juste sur le corps ou juste sur... Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cet ensemble-là. Pareil, hein, avec différents types de praticiens. Et après, bah, moi aussi, j'ai appris certaines pratiques. Hein. Je pense au Reiki notamment, qui est une pratique maintenant qui fait partie de vraiment des rituels. Quand j'ai vraiment un gros coup de fatigue ou quand j'ai besoin de faire une espèce de nettoyage, en tout cas de remplir un petit peu ma structure énergétique, on va dire, le Reiki, c'est des choses. Voilà, j'ai appris plein d'outils comme ça. Mais pareil, c'est suivant ma sensibilité, clairement. Hein. Oui, Tiens, c'est vrai que on est tous différents. Par exemple, moi, j'ai fait très peu de soins énergétiques. Ces 20 ans, si je regarde, j'ai fait très peu. C'est très récemment que j'ai découvert un peu plus la partie énergétique. Et encore, je vois que c'est pas là où je vais le plus. J'ai eu besoin de soins qui me ramenaient quand même souvent au corps parce que moi, dès qu'on me touche, je sens un million de choses en fait, pour moi et pour les autres. Donc j'avais besoin de choses qui me manquent. Voilà. Mais il y a des personnes qui ont besoin qu'on les, au contraire, qu'on va aller plus vers le subtil. Donc c'est important de trouver son chemin. Voilà, on est tous différents et ça, je le répète. Et puis on a chacun pour défaire les nœuds sur la corde
tout ce qui nous empêche d'être pleinement soi, et ben, on a chacun son parcours. Voilà. Mais maintenant, ce qui est génial, c'est que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai commencé avec les fleurs de Bach. Voilà. Et ben, bon, on me regardait en me disant, mais t'as un problème? T'as un problème? Ben non, j'ai besoin de prendre soin de moi, tout ça, c'était évident, mais pour plein de gens, j'avais un problème. Alors qu'aujourd'hui, alors peu importe l'ouverture qu'on a aux choses, mais on a quand même accès à plein, plein de choses. Moi, avant, je faisais des kilomètres pour aller voir. Moi, j'ai beaucoup travaillé en kinésiologie pour moi. Mm. Et moi, je faisais 1 heure de route pour trouver une kinésiologue. Hein. Ma kinésiologue, elle Ouais. était à 1 heure de chez moi. Alors que Mm. maintenant, dans notre entourage, on arrive à trouver quand même des praticiens. Et ça, c'est génial. Parce qu'on en a de plus en plus besoin, même si on n'est pas hypersensible. C'est vrai, c'est vrai. Attends, je vois Lisa qui nous dit on est coupé. Alors, j'espère que ça n'a pas coupé sur Facebook. Ça n'a pas l'air. Non. Je ne pense pas que Facebook, on ait une durée illimitée. Ça a l'air d'être OK. Non, c'est ça. Bon. Ouais, non, ça a coupé sur Insta, mais c'est bon. Bah écoute, on est déjà à 1h20 de live. Donc, pour éviter que tu réveilles tes petits. Non, mais ils dorment, je parle fort, ça résonne. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont assisté au live. C'était chouette de pouvoir partager ça avec vous. Et puis, il y aura un prochain live. Et le thème, si je dis pas de bêtises, est-ce que tu te rappelles du thème, Stéphanie? Non, c'est toi. Qui c'est Non. toi, la partie additionnée? J'ai noté ça. Ah oui, le prochain live, ce sera au niveau des étiquettes. Ah oui, c'est vrai. Oh, bah, dis donc, étiquette égale danger. Ah, ouais, c'est moi, j'ai mes notes. Ouais, on parlera des étiquettes parce que ça, l'étiquette hypersensible, par exemple, quand on l'a collée, c'est pas toujours facile. Et puis voilà, on parlera un petit peu des étiquettes et des dangers que ça peut apporter d'avoir ces étiquettes collées à la peau. Merci à tous, en tout cas, c'était chouette de pouvoir partager. N'hésitez pas aussi à rajouter des questions, on pourra tout à fait vous répondre en dessous en commentaire. Et merci à vous pour votre présence. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Et merci à toi, Stéphanie, encore. Merci, Adeline. Bonne soirée. Bonne soirée.